des spectacles qui, sur une saison chez nous, c'est du mois de septembre au mois de juin. Donc comme je vous disais, dans les allées, tout ça, des spectacles de danse, de théâtre, de musique et de cirque. La particularité de la Comédie de Clermont, c'est que nous sommes une scène nationale. Donc qu'est-ce que ça veut dire une scène nationale? C'est un label qui est attribué à 70 théâtres en France. C'est un label qu'on dit d'excellence pour montrer ce qui se fait de mieux en matière de création contemporaine. Donc quand vous venez voir un Molière à la Comédie, vous venez pas voir un Molière de la Comédie française, vous venez voir un Molière qui a été monté par un metteur en scène contemporain et qui veut vous le montrer autrement, ce spectacle, ce classique. Voilà. Donc la Comédie, c'est à peu près entre 35 et 40 spectacles par an, à peu près 150 représentations. Nous sommes soutenus évidemment par le ministère de la Culture, la ville, la métropole, la région, le département, et depuis que je travaille ici, c'est-à-dire depuis 2013, par une vingtaine d'entreprises qui sont mécènes et qui accompagnent fidèlement et durablement le projet. Donc Laurent nous a rejoint l'année dernière, on est très contents. Ce qui se passe dans le mécénat, je vais en parler parce que vous êtes des entreprises, c'est que moi je choisis de travailler et de faire un lien avec des entreprises qui y trouvent un intérêt au-delà du business et tout ça, un intérêt culturel et artistique, et qui font découvrir après à leurs salariés les spectacles. Et ça se passe comme ça, évidemment avec Michelin, avec Théa, avec Brancube, avec le Gelis. Il y a une vingtaine d'entreprises mécènes. Voilà, c'est plutôt sympathique. Il n'y a pas de petits dons. On dit toujours, ah oui, mais pour être mécène, il faut gagner beaucoup d'argent. Non, 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 non. Il y a des TPE aussi qui nous ont rejoints et qui peuvent aussi donner 500 euros, mais ça permet de faire rentrer le monde économique dans la culture et de défendre tous ensemble notre territoire, Clermont-Ferrand, et bientôt la capitale européenne si on est choisi. Voilà. Donc tout ça met beaucoup de dynamisme. Hier midi, j'étais avec la Fondation Michelin qui nous disait alors comment ça se passe, les entreprises. Je dis bah écoutez, depuis qu'on a ouvert, on est très sollicité. Bientôt, il va y avoir la French Tech, mais on est sollicité pour des vœux, pour plein de choses. Et on ne peut pas répondre oui à tout le monde. Donc, on s'est mis une règle. On est en convention avec la ville pour tout ce qui concerne le bâtiment. Et c'est plutôt les gens qui nous accompagnent depuis longtemps, les entreprises, qui sont partenaires ou mécènes, qui ont le privilège de pouvoir disposer des salles quand c'est possible. Voilà. Ce qui fait qu'on a une nouvelle directrice, parce que c'est Jean-Marc Grangier qui a porté ce projet pendant plus de 20 ans, puisqu'on était la seule scène nationale en France à ne pas avoir de lieu propre. Voilà. Donc c'est Olivier Bianchi évidemment qui a suivi avec rigueur ce projet, mais surtout chez nous, on a eu vraiment le privilège d'avoir comme président d'association, parce que la Comédie c'est une association, Michel Rollier, qui est l'ex-PDG de Michelin, et qui avait à cœur que ce théâtre sorte de terre. Il l'avait à cœur pour 3 raisons d'attractivité. C'est-à-dire que chez Michelin, ils ont besoin de recruter comme beaucoup d'entreprises en ce moment. Et les facteurs qui font de l'attractivité, c'est les réseaux de communication, c'est-à-dire autoroute, train, avion. On n'est pas toujours bien gâtés ici. L'enseignement supérieur, pour que les enfants puissent suivre un cursus plutôt bien, voire de haut niveau. Et la culture, qui est dans les 3 facteurs, parce qu'on sait que des villes comme Nantes, Strasbourg, Lille, tout ça ont mis le paquet pour attirer aussi les familles, les jeunes. Voilà, c'est toujours très important. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Mais si vous avez des questions, évidemment, je peux y répondre. Voilà. Donc oui, Céline Bréant, pardon. La directrice. Ouais, donc Jean-Marc a vraiment porté ce projet pendant 20 ans. Le pauvre, il pensait, c'était le bout de sa carrière. Donc il est parti à la retraite au mois d'août. Et l'année dernière, il pensait faire une saison inaugurale dans ce nouveau théâtre. Et il y a eu le Covid. Il est tout de même parti au mois d'août et l'a remplacé. On a une nouvelle directrice, une femme, qui a 46 ans, qui est plutôt jeune, qui vient plutôt du domaine chorégraphique et qui est arrivée au 1er septembre. Son désir, je vous le dis parce que c'est important, c'est d'ouvrir ce théâtre à tous et que ce soit vivant en journée, en soirée. Elle a vraiment des beaux projets et donc je vous invite, bon là les spectacles sont bien remplis, mais sur la saison prochaine à être attentif et à choisir
des choses, parce qu'il va y avoir des balles, enfin des moments vraiment conviviaux pour que les gens se rencontrent. Et on en a tous besoin, je pense. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Alors merci à toi Sylvie, parce que ce soir on est invité par la Comédie. Ils nous ont reçus vraiment gentiment quand j'ai proposé ce projet, chercher une salle, et je trouvais que c'était intéressant de vous proposer de découvrir l'endroit, de le visiter. C'est vraiment intéressant de passer derrière, et puis ça nous fait un endroit tranquille pour passer cette soirée. Je propose de continuer, j'ai préparé 2-3 choses à vous raconter, et j'ai pas mal de gens à vous présenter ce soir. On va essayer d'être un peu rapide, parce qu'après derrière on a un coup à boire. Mais juste avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. Il y a 1 an à peu près, jour pour jour, en fait j'intervenais, je crois, à un Open Lab du connecteur à Turing, chez Tristan. Et Guillaume Vernat, vous connaissez peut-être Guillaume Vernat, est venu me parler de Digital League et de rentrer dans le comité et de participer en fait au développement de cette association, ce que j'avais absolument pas prévu, même si je suis probablement un membre historique en fait de Auvergne TIC à l'époque. Alors on était en plein changement de délégué territorial. On en avait recruté une qui n'avait pas marché, un truc. Bon, donc on avait un problème d'animation. On était en plein Covid, évidemment, donc avec un début d'année difficile et des incertitudes sur la suite. Et puis on était en pleine fusion, c'est-à-dire qu'il y avait une grosse fusion de différents territoires, d'associations en fait, type Auvergne TIC, mais qui existaient dans les Deux-Alpes, dans le sud de la région Aura, à Lyon, à Saint-Étienne, ainsi de suite. Et il y avait eu des processus de fusion un petit peu longs qui étaient en train de s'achever. Alors j'ai réfléchi, j'ai interviewé pas mal de monde, j'ai discuté avec des gens qui sont là ce soir, et puis je me suis lancé parce que j'avais une idée que je vais reprendre ce soir, vous verrez. C'était d'aider au renforcement économique en fait, des adhérents de l'association. Pour moi, on est probablement le numérique, une économie d'avenir. Et il ne faut pas rater ça dans la région. On est une région très industrielle, c'est bien. On est peut-être le relais de cette industrie, le numérique. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2021 très rapidement? En ce qui me concerne, il y a une première phase de découverte. Donc j'ai rencontré d'abord les membres du comité territorial, donc Françoise Constanti qui doit être là ce soir, qui est, je ne sais pas si vous la connaissez tous, qui fait partie des élus, donc qui nous représente. Franck Reynaud, un des historiques, tu as créé, je crois d'ailleurs, Auvergne TIC avec Olivier, ou pas loin, Olivier Guinaldo. Voilà, Olivier qui n'est pas là ce soir, malheureusement, qui a contact, quoi. Des gens qui viennent du Nord, les nordistes. Vincent, il est où? Vincent Mouissou. Voilà. Moi, je suis sudiste, alors les nordistes, bon, ok. Emmanuel Ranc qui n'est pas là, je crois. Cédric Cibo qui est là. Il est où? Là-bas au fond, voilà. Paul Pinault aussi, donc des gens que je connaissais de réseau business et qu'on s'est retrouvés. Il y a Philippe qui est là aussi ce soir, là-bas au fond, et Quentin, je ne sais pas si Quentin Bauger est arrivé. Non. Voilà, donc on s'est réunis, on a fait pas mal de réunions au départ avec l'idée de comment on peut construire, reconstruire, proposer des animations, avancer vite. En fait, ça a été difficile. Ça a été difficile puisqu'on n'avait pas de liberté. Pas forcément de budget non plus, c'était pas très clair comment on fonctionnait. L'organisation n'était pas encore très claire, un animateur un peu récent. Il a fallu qu'on découvre. Et il y a une deuxième phase, en fait, à partir de mai-juin, j'ai commencé à avoir des contacts réguliers avec nos collègues de Lyon. On a eu des réunions de bureau, on a eu des rencontres. J'ai commencé par discuter avec les voisins, les Stéphanois. Salem, il est où Salem? Voilà, Salem. Qui est venu avec Olivier aussi, qui est sur... Donc ça, c'est des membres de l'organisation Digital League, et, je les laisserai parler tout à l'heure. J'ai rencontré Daniel Baudry, voilà, le président de l'association, non, le directeur, pardon, le président, un des présidents c'est Jean-Paul de Lyon, patron de Dimo, pareil, je te laisserai dire un mot tout à l'heure. Les autres membres du bureau, des adhérents. Et en fait, pour moi, ces rencontres ont été très intéressantes sur l'ouverture vers cet écosystème. On a ensemble eu la chance de pouvoir réfléchir sur ce qu'on voulait faire dans la région, quel pouvait être notre objectif, ainsi de suite, des discussions. On a eu pas mal d'échanges de convictions, on s'est dit des choses. Et à défaut en fait, de produire beaucoup d'animations sur l'année 2021 avec toutes les difficultés qu'on avait en Auvergne, on a élaboré un projet pour 2022, c'est de ça que je voulais vous parler ce soir. Alors la première chose, et ce soir est un événement qui va dans ce sens-là, qui nous est revenu vraiment, on s'est dit,
il faut repartir à zéro sur les fondamentaux d'une association, il faut qu'on fasse du réseautage. C'est quelque chose d'important. Et un réseautage de grande qualité, un réseautage qui va apporter à tout le monde. C'est pas venir se rencontrer, boire un coup, c'est venir échanger, partager, s'inspirer, convaincre. Donc c'est pour ça qu'on a monté cette soirée avec Digital League, en se disant, on va lancer l'année 2022 en clôturant 2021, en réunissant les gens et en repartant sur ces principes-là pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir parler avec vous. Et pour vous offrir, le deuxième point que je voulais parler ce soir après le réseautage, c'est quelque chose où on n'est pas très fort en Auvergne, c'est l'ouverture vers la grande région. Moi j'en bénéficie à fond, j'ai des réseaux sur Lyon, j'ai des réseaux sur Paris, mais les gens que je rencontre souvent sont bloqués sur le réseau Auvergne. Je trouve ça très dommage parce qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un de la grande région, on en fait quelque chose. Et il y a des rebonds, on apprend quelque chose pour son entreprise, on découvre des produits, on fait du business, on rentre dans un réseau, enfin il se passe pas mal de choses. Et en fait, cette ouverture, ça va être un des objectifs de 2022 pour Digital League. Et nous, les Auvergnats, on va participer, on va probablement en bénéficier, on va vous raconter ce qu'on va faire. Et puis après, toujours avec cette obsession du départ, hein, après le réseautage, après l'ouverture vers la grande région, quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est le renforcement économique des acteurs de la région. Et ce soir aussi, j'ai prévu à la fin une animation de qualité qui va nous permettre de travailler un peu sur, ou de vous donner des idées, de vous inspirer pour lancer l'année 2002. Vraiment, les mots forts, c'est partager, inspirer, apprendre, devenir ensemble vraiment plus forts. Alors, je vais revenir sur le réseautage. Le réseautage, on l'a connu en Auvergne, facile de se réunir, on se connaît quasiment tous, on se voit dans plusieurs choses. L'enjeu, l'objectif, c'est du réseautage régional. Daniel, Salem, donc c'est eux qui sont en train d'organiser des choses. Je crois qu'on a des choses à annoncer en fait au réseau aujourd'hui. Hein. Premièrement, on a un nouvel animateur local, c'est ça? Donc voilà, Timothée, t'es chez nous mais t'es pas encore chez nous, c'est ça? J'arrive à partir du 4 janvier sur la journée de Caron. Donc, merci pour l'invitation. Et puis, un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Et puis, ça nous donne envie de créer une émission et de proximité avec les adhérents sur Clermont-Ferrand. Puis, il y aura une ouverture sur la région également. Donc, merci à tous pour votre accueil. Et puis, très bonne soirée. Voilà, Timothée aura un bureau à Turing, le bureau de Digital League pour ceux qui le connaissent. Et c'est notre point de contact vraiment pour entre adhérents locaux, mais surtout le point de contact sur la grande région Aura. Bienvenue Timothée. Deuxième chose, peut-être vous voulez en parler, Salem ou Daniel, on a un nouvel outil qui s'appelle Telegram. Salem, tu veux parler de ça? Bonjour à tous. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas Telegram, c'est un outil de messagerie instantanée qui vous permettra en fait d'échanger entre vous, que ce soit entre les membres ici du réseau local, mais surtout au niveau régional. Donc on a créé un groupe qui s'appelle DL La Ligue. L'objectif, en fait, l'ambition, c'est que tous les adhérents de Digital League, que ce soit les chefs d'entreprise, mais également leurs salariés, puissent se connecter sur ce groupe et échanger entre eux. Hier, pas très loin, Laurent a posé une question, cherché une compétence. Je crois savoir qu'il a eu la réponse. J'ai eu plusieurs réponses. Ouais. Plusieurs réponses intéressantes. Donc l'objectif, c'est ça en fait, pour collaborer, pour vous chercher une compétence, vous chercher un partenaire. On l'a forcément dans le réseau parce que la région est grande. On est un réseau de 500 entreprises adhérentes. Donc profitez-en en fait et je vous invite tous à rejoindre ce réseau-là. Vous avez reçu l'invitation par mail avec le lien, mais je vous le renvoie. On va avec Timothée. De toute façon, il va travailler à ce qu'on sorte, à ce que tout le monde soit dans ce réseau-là. Je rajouterai juste, il y a le groupe, et à côté de ça, au sein de Telegram, en fait, on a créé une chaîne d'information locale, là pour recevoir toutes les informations de Digital League et de ses adhérents sur cette chaîne, il suffit juste de vous abonner. Et à côté de ça, on crée des groupes, j'en parlerai tout à l'heure, de clubs. Laurent va peut-être l'introduire, mais pour chaque groupe, des groupes spécifiques, des groupes thématiques en fait, pour pouvoir échanger entre pairs sur des thématiques données. Voilà, Telegram, c'est donc un WhatsApp sécurisé, c'est la même chose. Ça va être fait par groupe, donc l'intérêt de tous être connectés sur la grande région, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai posé une question, j'avais besoin de quelqu'un de performant sur la blockchain. J'ai demandé au réseau, j'ai plusieurs personnes qui ont répondu, j'ai trouvé ce que je voulais.
Donc c'est vraiment super intéressant. Et plus on sera connecté, plus ça sera facile. On peut poser des questions sur tout et n'importe quoi. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans ce pays-là? Est-ce que vous connaissez un avocat spécialisé dans les levées de fonds avec des Anglais? Est-ce qu'il y a une solution techno qui permet de connecter un IoT en OPC, machin truc, DA, et pas UA sur je sais pas quoi, et ainsi de suite. Donc il faut vraiment qu'on mette en place ce réseau. On va avoir un groupe Auvergne qui nous permettra d'avoir des discussions en interne Auvergne. On fera passer de la news. Dès qu'il y aura de la news sur vous, il faudra nous la véhiculer parce que c'est intéressant de dire ce qui se passe. Tiens, tel adhérent sort un produit, tel adhérent a un nouveau bureau, a une offre, a quelque chose. C'est intéressant de parler un petit peu. Il y a une enquête, un reportage, n'importe quoi. Et puis évidemment, il y aura les thèmes. Alors ça, c'est le troisième sujet. Je ne sais pas qui va en parler, Daniel ou toi, Salem, mais dans Digital League, il y a des clubs de pairs. Un club, c'est quoi? C'est par exemple les gens RH vont parler entre eux régulièrement, tous les 4, 5, 6 semaines, de sujets qu'ils vont décider à l'avance. Et donc, il va y avoir un échange, croisement d'opinions, parfois des experts qui interviennent. Ces clubs étaient régionaux, ça marche très bien à Lyon. Et en fait, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, mais c'est dommage d'avoir en fait une dynamique de communication en RH, en marketing, en vente, en techno, en IA, en tout ce que vous voulez, et que ça soit réservé à des régions. Donc ces clubs vont s'ouvrir. Ils vont s'ouvrir à l'échelle régionale, par territoire en fait, pas par région. C'était des clubs par territoire. Et l'objectif à partir de janvier 2022, c'est de les passer à l'échelle régionale. Donc on vous invitera tous à vous inscrire à ces clubs. On a un club senior pour les chefs d'entreprise, mais aussi on a ce qu'on appelle les clubs métiers. Et au-dedans, il y a les principales fonctions stratégiques de l'entreprise, RH. On a un club produit qui marche très bien en fait, qui regroupe tous les product owners. Aujourd'hui, on doit avoir une trentaine de membres de ce club. L'idée, c'est de vous inviter à rejoindre ces clubs et à changer entre pairs, et aussi à motiver vos salariés à rejoindre ces clubs en fait, parce que là, on propose quasiment toutes les fonctions stratégiques de l'entreprise. C'est vraiment un outil extrêmement important, je trouve, parce qu'on accélère en fait l'acquisition de connaissances. On se pose plein de questions sur le RH, le télétravail, ainsi de suite. On va avoir un échange avec les gens qui l'ont déjà fait. On a besoin d'avoir par exemple une charte de déconnexion, parce que dans sa société on a un problème, on a besoin de ce document-là. Il y a des gens qui vont vous en passer, et ainsi de suite. Il y a plein de sujets comme ça. Les clubs, c'est probablement l'avenir du réseautage pour nos employés. Et c'est quelque chose que vraiment je recommande, que je conseille, et qui va donc se généraliser. Donc ça fait partie de quelques actions qui vont arriver, qui sont nouvelles, que Timothée va pouvoir nous informer dessus bientôt. La deuxième chose, je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pas le réseautage, c'est l'ouverture régionale. Une boîte lyonnaise, telle que je la vois, c'est en moyenne une boîte qui est 5 à 10 fois plus grosse qu'une boîte clermontoise dans le numérique. Alors c'est vachement étonnant, on se dit pourquoi? Parce qu'ils ont un bassin plus gros, parce qu'ils ont une ambition plus grosse, j'en sais rien, mais c'est vraiment un constat. Moi je ne le vois pas comme une histoire de taille, je le vois comme une histoire d'expérience. S'ils sont plus gros, c'est qu'ils ont vécu en fait des étapes que nous on a peut-être envie de vivre, et ils ont vécu avant nous, et c'est intéressant d'aller les interroger. C'est ce que j'ai fait, et j'ai parlé à Jean-Paul. Jean-Paul, par exemple, toi, tu es patron de Dimo Software, une boîte qui a une trentaine d'années. Vous êtes 400 et quelques, enfin bon, voilà. Tu es le président, donc nouvellement élu de Digital League, un des coprésidents. Est-ce que je peux te demander quelle est ta vision pour l'association? Est-ce que je peux te demander, tu n'es pas venu tout seul de Lyon? Mais je ne vais pas répondre à ces questions, voyons, je ne suis pas venu pour ça. Non, mais déjà, vous dire un grand merci, toi Laurent, mais au CT aussi, d'avoir organisé cette soirée. Voilà. Et cette idée, elle est venue effectivement de réunions qu'on a pu avoir organisées par Daniel Salem. Et l'idée, c'est effectivement de décloisonner. Partout une cloison, ça peut être dans nos locaux, peut-être effectivement sur la région, les enlever et puis communiquer. Alors moi je suis extrêmement heureux d'être là et il se trouve qu'on a fait une voiture commune, donc on est 5 Lyonnais à être venus ce soir et 4 personnes inspirantes pour moi qui travaillent pour Stéphane à Annecy, ici présent, Stéphane Coulot, éditeur d'une solution que nous distribuons, Dimo Software. Donc on va parler d'interaction très concrète. Moi, s'il y a une chose que j'aime bien, c'est idée, exécution et les choses concrètes. Donc je ne vais pas faire des longs discours, mais c'est aller dans le sens de ce que tu dis, c'est créer des liens et créer des interactions. Donc avec Stéphane, on travaille ensemble. Sans Digital League, certainement, on n'aurait rien fait. Dans la voiture qui était chauffeur, monsieur, 3 exits, un peu résumé, mais
voilà quelqu'un qui est... On parle des Auvergnats, il faut leur dire ce que c'est une exit. Quoi. Donc il a vendu 3 sociétés qu'il a créées, cofondées, etc. Donc c'est un exemple pour moi, c'est un modèle. C'est quelqu'un qui est extrêmement humble et qui a su développer ses entreprises et puis a fait en sorte qu'elles puissent poursuivre leur chemin sans forcément être présent à tes côtés. Que tu sois présent à côté de l'entreprise. Dernière entreprise vendue à Cisco, c'est ça? Voilà, donc voilà encore une personne inspirante. Et puis je me retournerai vers Jean-Christophe. Jean-Christophe qui est le patron d'un ERP qu'on utilise aussi. Je pense que sans Digital League, on ne serait peut-être pas allé vers lui. Alors moi sans toi je l'utiliserai pas, mais on va l'utiliser à partir de janvier, on est en cours d'installation chez Brancube. Et bien ça c'est génial. Donc pareil, Jean-Christophe, très inspirant, beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. Et puis, tu parlais de cette présidence, coprésidence de Digital League. Je répondrai à ta question, j'essaie de faire un peu comme nos politiques. Là. Ils répondent aux questions auxquelles on ne leur pose pas forcément. Donc en fait, la première personne qui m'a demandé de rejoindre Digital League, c'est Laurent Fiard. Peut-être le connaissez-vous, peut-être pas. C'est le patron d'une boîte lyonnaise qui s'appelle Visiative. Et il m'a appelé il y a 7 ou 8 ans pour me dire, écoute, ce serait bien que les entreprises se réunissent et fassent quelque chose d'intéressant. Alors ça ne s'appelait pas Digital League à l'époque, ça s'appelait le cluster numérique à Lyon, avant toutes les fusions que tu évoquais. Et puis Laurent est quelqu'un de très inspirant. Donc il a été président de Digital League, plutôt la mouture précédente. Il a été remplacé par Jean-Michel Bérard, qui est lui aussi un président qui a été bigrement inspirant, quelqu'un qui dirige et qui a créé une boîte qui s'appelle Esker, qui est basée à Lyon, qui est aujourd'hui valorisée 2 milliards en bourse. C'est des chiffres moi, qui me paraissent très étonnants. Et je déjeunais encore avec lui hier et je dis, bah, tiens, il est à la tête d'une boîte qui est valorisée 2 milliards. Et en fait, inspiration, puisque si on est parti d'Imo Software un peu à l'international, c'est aussi parce que quand on branche la prise, et je crois que je peux aussi te dire que j'aurai certainement plein de choses à apprendre de toi au fil du temps. Quand on branche la prise, eh bien on écoute et puis on se dit pourquoi pas moi. Finalement, Laurent, je te vois et je me dis tu y arrives, explique-moi pourquoi, comment tu fais, et ça me donne envie, voilà. Et donc cette idée de décloisonner, c'est de faire en sorte qu'on se rencontre plus souvent. Si vous nous demandez de revenir à Clermont dans un lieu comme celui-ci ou dans d'autres lieux, je suis à peu près convaincu qu'on embarquera d'autres personnes. Et inversement, alors Stéphane qui était dans la voiture, je lui dis mais je pense qu'à Annecy, parce qu'il habite au bord du lac, à Menton, un très bel endroit. Je lui ai dit écoute, ce qui est en train d'être fait à Clermont, ce serait bien qu'on le fasse aussi à Annecy, ou à Menton, ou à Talloires, une région magnifique. Et je suis sûr qu'on va embarquer les Clermontois qui vont venir s'inspirer. Et plus on sera en interaction, tout simplement, plus on fera d'interaction, plus on générera des choses, des idées qui deviendront des actes concrets. Je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure, à savoir idée, exécution, s'inspirer. Donc par rapport à ta question, comment je vois Digital League, d'abord prendre du plaisir. Ça c'est le premier sujet pour moi, c'est pas simplement faire du business, c'est prendre du plaisir avec les personnes. Et il se trouve que les peut-être 4 ou 5 ou 6 personnes que j'ai rencontrées tout à l'heure, on a déjà fait des interactions, il y a déjà eu des échanges de cartes, il y a déjà eu des idées. Voilà, Michael qui est donc du lycée, et j'ai oublié le nom du lycée. Voilà. Donc là, paf, au moins 2-3 sujets rien qu'ensemble. On a parlé, alors j'ai oublié les prénoms, mais sur l'IoT, on en discutait tout à l'heure. Elle dit tiens, avec ce que je fais, ça peut avoir de l'intérêt, etc., etc. Plus on créera d'interactions, plus on créera du business entre nous, et plus nos entreprises grandiront. Je crois que les Allemands sont assez forts pour ça. Et peut-être les Américains aussi. Donc essayons de créer ce mouvement, donnons-nous envie de nous rencontrer et je suis sûr que le reste suivra. Donc ces interactions, elles doivent avoir lieu bien sûr entre nous, mais aussi avec le monde ouvert, c'est-à-dire les entreprises, nos clients, et ça c'est effectivement une dimension qu'on a beaucoup partagée avec tous les membres de Digital League, et de dire oui, il faut qu'on s'ouvre au monde, il faut qu'on fasse des événements qui accueillent des entreprises qui se disent oui, mais localement, consommons local. Localement, il y a des magnifiques boîtes qui sont capables de nous apporter. Pourquoi aller se servir aux États-Unis ou ailleurs? On peut aussi travailler avec des acteurs locaux. Voilà, donc la dimension plaisir, la dimension croissance du réseau. Donc ça, c'est la dernière thématique qui est réunir la famille.
la famille des acteurs du digital ou du numérique. Il y a encore un certain nombre de membres, et non des moindres, qui n'ont pas encore rejoint la famille. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'elle soit attractive et que personne ne se sente obligé de venir, mais bien de se dire, si je viens, c'est parce que je fais des choses intéressantes et qui m'apportent à moi, individu, et à moi, entreprise. Je ferai une dernière parenthèse et j'arrêterai là. Quand on m'a confié, donc c'est Jean-Michel Bérard qui m'a dit, dis donc Jean-Paul, ce serait bien que tu prennes ma suite. Alors d'abord j'ai été flatté, je ne demandais rien du tout. J'ai dit, écoute, il faut quand même que je réfléchisse parce que j'ai un métier à côté. Et il se trouve qu'à côté de Digital League, j'ai hérité d'une autre présidence. C'est-à-dire qu'en porte-clés, il y avait une autre présidence, celle qui m'occupe à peu près 20% de mon temps en ce moment. C'est la présidence d'une école qui s'appelle l'école 42 à Lyon. Voilà, donc cette école, je vais vous en dire deux mots. C'est une école qu'on connaît à travers Paris et souvent peu à travers Lyon. Hein. Donc on a aujourd'hui à Lyon sur le campus digital, qui est votre maison, hein, même si elle est lyonnaise, c'est votre maison. Quand je dis mais elle est lyonnaise, mais c'est votre maison, vous pouvez y venir, il y a de belles choses à y faire, de belles animations. On a 400 étudiants aujourd'hui, l'objectif c'est en 3 ans de doubler le nombre d'étudiants. Donc le premier sujet a été pour moi de faire en sorte que, on l'évoquait tout à l'heure à travers la maison des mécènes, c'est pareil, c'est une association, donc faire en sorte que 42 puisse passer cette année, parce qu'il manquait un petit peu d'argent pour finir l'année. Donc ça, grâce à la région, je tiens à le souligner, hein, qui aide de façon magnifique, bien sûr Digital League, mais aussi l'école. Je n'oublie pas aussi la métro, hein, qui est un fort sponsor de Digital League, hein, qui nous permet effectivement d'être puissant sur Clermont. Et bien sûr, 42, on a bouclé le budget et on va pouvoir maintenant s'attacher à doubler les effectifs pour servir qui ? Les entreprises du numérique. Les entreprises du digital, du numérique, et on l'espère sur le territoire. Voilà. À votre disposition et très 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 heureux, je crois, Stéphane, on peut dire qu'on est heureux d'être ici. Yeah. Merci pour l'ouverture. Voilà. Merci Jean-Paul. Merci à vous. Alors on va conclure en fait cette soirée par un moment un peu différent. Je vous ai parlé de 3 choses, le réseautage, l'ouverture, qui vient d'être vraiment décrite en long, en large, en travers, merci. Je vous dis qu'il y a des choses qui m'intéressent particulièrement dans ce genre d'association, c'est aider les gens à se renforcer économiquement. On est souvent isolé quand on crée son entreprise et on a des paliers à passer et on ne sait pas toujours comment faire. Et en fait, il y a des choses fondamentales. Donc j'ai invité ce soir 3 consultants auvergnats qui sont spécialisés, avec lesquels nous on travaille chez BrainCube, et il y a des sociétés, pas forcément du numérique, qui travaillent beaucoup avec eux aussi dans la région, d'autres sociétés du numérique aussi, pour toucher du doigt 3 sujets fondamentaux afin d'ouvrir 2022 et lancer ce mouvement d'inspiration. Je vais appeler Pierre Gérard, il est là, salut Pierre. Pierre, quand on a discuté ensemble, je t'ai proposé de nous parler, alors quelque chose de particulier qui est la voie fondamentale pour réaliser le plein potentiel de sa société. J'imagine que ça vous intéresse, quoi. C'est-à-dire comment maximiser le truc. Dis-moi. En fait, je vais vous parler d'une innovation majeure. C'est une innovation dont la technologie a 3,8 milliards d'années de recherche et développement. C'est une technologie hyper connectée, hyper frugale, à peu près 0,5 watts par heure. Elle a un inconvénient, c'est qu'elle a une obsolescence programmée. En général, au bout de 80 ans, voilà, on ne peut plus l'utiliser. Alors cette technologie a fait une révolution en juillet 2013, quand 7 personnes ont créé quelque chose qui a révolutionné leur marché et qui a pris 80% de son marché en 8 mois. Alors, est-ce que vous voyez de quoi je suis en train de parler ? Je peux vous répondre. Non, toi, tu n'as pas le droit de répondre. Donc, hyper connecté, frugal en énergie, obsolescence programmée, 3,8 milliards d'années de recherche et développement. Est-ce que vous voulez des indices ? Non ? Oui, 2 indices. Vous l'avez toujours sur vous.
Ça, c'est le premier. Le deuxième, voilà. Il y a une réponse? Ah, c'est pas mal. Le cerveau, non, presque. Ça, c'est la connexion initiale. Le cerveau, comme tout le monde le sait, c'est 1,8 kg selon la police et 2 kg selon les organisateurs. C'est toujours comme ça. Il y a un deuxième indice, et là, vous allez certainement trouver. C'est à droite de la main gauche et c'est à gauche de la main droite. Le pouce. Ouais, le pouce. Et bien, vous voyez, sur ce pouce, 7 créateurs ont révolutionné donc leur marché. En 6 mois, 75% a été conquis. 8 mois, ils en étaient à 80%. Et leurs concurrents qui s'appelaient Match.com, OkCupid Dating, Hinge et le dernier c'est Zosk ont disparu. Est-ce que vous voyez c'est quelque chose qu'on trouve sur un smartphone? Vous voyez de quelle appli je veux parler ou pas? Non, ça commence par un T et ça finit par un R. Tinder. Voilà, Tinder. On parlait de réseautage ce soir. Bon, je ne sais pas si c'est très drôle. En fait, qu'est-ce qu'a fait Tinder? Ils ont fondé leur succès sur une interface hyper simple et super ludique. Je vous le fais. Un coup de pouce à droite, un coup de pouce à gauche. En fait, on va le faire dans l'autre sens. Un coup de pouce à gauche, un coup de pouce à droite, ça match. En fait, Tinder, quand ils sont arrivés sur le marché, n'ont pas réussi parce qu'ils avaient une techno hors du commun. Ils ont réussi parce qu'ils ont intégré une simplicité d'usage, une expérience utilisateur qui était vraiment différenciante. Donc ce n'est pas la techno qui les a fait gagner le marché, c'est la façon dont ils ont fait rentrer l'expérience utilisateur dans leur technologie. Moi je suis ingénieur de formation, donc la techno j'aime bien, mais à un moment, comment on rend sa boîte prospère en utilisant ce qui va vraiment toucher les gens. Et Prosper, aujourd'hui, ils ont 60 millions d'utilisateurs dans le monde et ils sont dans 190 pays. Donc, effectivement, pourquoi je parle de Tinder ce soir? Parce qu'on est dans une soirée de réseautage. Mais non, plus sérieusement, c'est qu'avec Elodie Comparaguet et avec Audrey Pouchol, notre métier, nous, c'est de faire rentrer l'expérience de vos utilisateurs dans vos technologies. Comment on fait en sorte que ça soit prospère pour vous, hein, voilà. Avant de leur passer la parole, on va regarder son pouce. Hein. Voilà. Mais on n'est pas obligé de faire comme les petits. Donc je voudrais simplement, quand demain ou après-demain ou ce soir, vous regardez votre pouce, vous pensiez, vous qui êtes des gens de la techno, à l'importance de faire rentrer l'expérience client dans votre métier et que ça vous permette d'avoir un business qui soit prospère. Elodie, je te passe la parole. Non, attends. Il faut que... J'ai une question pour toi, Pierre. Parce Oui. en fait, moi, je t'ai invité pour parler de quelque chose qui a été essentiel chez nous, c'est l'expérience utilisateur. Ouais. C'est vrai qu'on est tous des ingénieurs, ou beaucoup sont des ingénieurs, on pense techno. Et en définitive, quand je disais que la voie pour réaliser le plein potentiel de son entreprise, elle est différente de produire une techno et d'essayer de la pousser sur le marché. On a travaillé ensemble, ça a révolutionné en fait notre façon d'organiser notre société. C'est-à-dire, c'est vraiment, on s'est mis à la place des clients et on s'est rendu compte que nous, en tant que technologues, on ne comprenait pas ce qu'ils faisaient, parce qu'on était biaisés en fait par notre amour de notre technologie. Tu m'as parlé d'imaginaire des jobs, tu m'as parlé de plein de choses qui sont nouveaux dans notre culture. Donc le premier message de ce soir, si vous êtes intéressé pour développer votre marché et que vous avez une expérience utilisateur à revoir ou à comprendre ce que c'est, bah, discuter avec Pierre pour voir de quoi on parle, c'est fondamental et en fait c'est vraiment ce qu'on devrait faire au départ et ce qu'on fait malheureusement toujours après, parce qu'on est des ingénieurs. Et on se tiendra le pouce. Voilà. Et Tinder, effectivement, c'est une société qui n'a rien inventé en termes de techno, mais qui a pris un marché, qui a pris 80% du marché en quelques mois. Et ça, c'est un truc exceptionnel. Voilà. On rappelle que l'iPhone, il a mis 4 ans pour bouffer le marché de Nokia. Là, ils ont mis quelques mois pour bouffer le marché de 4 gros acteurs. Voilà. Et pour continuer dans ce sujet-là, tu as appelé donc, tes collègues, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a parlé d'expérience utilisateur, on s'est dit avec Elodie, comment peut-on savoir, en fait, comment peut-on valider en fait le point de vue du client?
En fait, Elodie, toi, tu es consultante en marketing Exactement. et tu vas nous aider à comprendre comment on peut découvrir ce que le client y pense, c'est ça? Exactement, c'est ça. Eh bien, rebonsoir ou bonsoir à toutes et à tous. Comme Pierre, je vais commencer par une petite question. Selon vous, quelle est la marchandise la plus transportée dans le monde après le pétrole? C'est la soirée de Vinette. Hein. Question pour un champion. Non, ce ne sont pas les bananes. Pardon? Non, ce n'est pas le gaz. Non, non plus. Est-ce que vous voulez un deuxième indice? C'est une boisson et c'est la boisson la plus consommée après l'eau dans le monde. Ce n'est pas le coca. C'est le café. Effectivement, le café, c'est la marchandise la plus transportée en fait dans le monde après le pétrole. Mais c'est aussi sous forme de boisson, en fait, la boisson la plus bue, enfin consommée, après l'eau. Alors, ça se discute des fois, selon les années, c'est le thé, mais on va dire qu'en général, le café est aussi bien placé. Et du coup, pourquoi j'avais envie de vous parler de café ce soir? Eh bien, c'est parce que je vais vous donner quelques chiffres, en fait. Le café, je ne sais pas si vous êtes peut-être consommateur de café. 93% des Français achètent du café. Quand on regarde en fait à peu près en termes de chiffre d'affaires en France, ça représente 3 milliards d'euros, le marché du café. Or, tout ce qui se boit dans des bars, les restaurants, etc. Donc, on boit à la maison. Donc c'est quand même un gros marché. Et si on regarde dans le monde, hein, du coup, là, en fait, depuis que je parle, à peu près 1 minute, il s'est bu en moyenne 2,3 millions de tasses de café. 2,3 millions de tasses de café par minute dans le monde. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le café, c'est un très très gros business. Et donc je vous parle de café, mais du coup, peut-être que quand je vous parle de café, ça vous fait penser à ce petit objet qui est une capsule de café. Et ce petit objet, en fait, il y a 35 ans, a complètement révolutionné le marché du café. Peut-être que vous êtes consommateur, enfin là je dois citer des marques, donc c'est une capsule Nespresso. Et en fait en 1986, Nestlé a sorti sous sa marque Nespresso la première machine à dosette de café individuelle. Et pourquoi en fait en 1986 Nestlé a décidé de sortir en fait cette machine à dosette? Alors qu'à l'époque, je ne sais pas si vous savez, mais Nestlé était déjà ultra leader sur le marché du café, avec notamment sa marque Nescafé et le café soluble. Mais en fait, dans les années 80, chez Nestlé, travaillait un ingénieur qui s'appelle d'ailleurs, parce que je crois qu'il est toujours en vie, Éric Favre, et qui était ingénieur dans le département conditionnement chez Nestlé, en Suisse. Et Éric Favre était marié, ou est marié encore sûrement, avec une personne qui s'appelle Anna Maria, et Anna Maria est italienne. Et Anna Maria est italienne, elle aime le bon café, et en fait, elle ne supporte pas le café soluble Nescafé. Et un jour, elle finit par dire à son mari, écoute, je te mets au défi de me sortir une machine qui va faire le meilleur espresso du monde. Et c'est grâce à Anna Maria, qui était la première influenceuse finalement de Nespresso, que nous avons droit à cette petite capsule aujourd'hui. Et vous allez me dire, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Nespresso. On va te dire what else? What else, exactement. Je n'ai pas invité Georges avec moi ce soir. Vous allez me dire, mais comment le marché 1980, on est sur en fait le café soluble qui est ultra leader. Comment en fait Nespresso a réussi à vraiment révolutionner ce marché du café. Alors oui, il y a l'innovation technologique qu'il y a derrière, effectivement. Mais en 1990-91, en fait, Nespresso est en train de faire quasiment faillite. Ça ne marche pas du tout. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, c'est grâce à l'écoute en fait, des tendances du marché, grâce à l'écoute de ses clients, que Nespresso a réussi à relancer en fait, son projet et à développer sa marque. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement à la fin des années 80, début des années 90? Il s'est passé quelque chose sur le marché du café
où on est passé d'un marché où le café avait une image qui n'était pas très bonne, c'est-à-dire c'était peut-être un produit stimulant, etc., mais on n'était pas sûr que ce soit bon pour la santé, voilà, et souvent associé à la pause cigarette. Et à la fin des années 80, début des années 90, le tabac et le café n'avaient pas forcément une image très qualitative. Et par contre, il est arrivé sur le marché en fait un certain nombre d'amoureux du café, des torréfacteurs, qui ont décidé vraiment de valoriser le café comme ce qu'il est. C'est un produit de terroir. Je ne sais pas si vous savez, mais le café en fait c'est un produit qui peut pousser dans plein de terroirs dans le monde. Au Brésil, au Vietnam, au Pérou, en Colombie, et qui peut pousser en fait. Il y a Laurent qui rêverait de l'avoir en Auvergne. Alors, peut-être dans quelques années, selon le réchauffement climatique, mais et du coup, en fait, tous ces terroirs différents du café génèrent vraiment des goûts complètement uniques. Et ces amoureux du café, donc ces torréfacteurs, ont finalement remis en fait au goût du jour ce qu'on a appelé aujourd'hui maintenant le café de spécialité. Et cette tendance-là, qui a très bien été suivie par Nespresso et d'autres marques, a permis finalement à la marque de redéployer son innovation. Parce qu'ils ont écouté les consommateurs, ils sont allés les questionner, ils sont allés voir comment ils consommaient du café. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à sortir finalement des dosettes avec des goûts, des intensités différentes, avec des origines différentes. Et puis là, depuis on va dire quelques années, ils ont commencé aussi à retravailler sur des attentes consommateurs autour de la recyclabilité, éco-emballage, des produits issus du commerce équitable, biologique, etc. Et finalement, c'est à la fois grâce à leur innovation technologique, mais surtout grâce à l'écoute des tendances du marché et de leurs clients, que c'est un succès commercial aujourd'hui, puisque dosette plus capsule pèse plus de 50% du marché du café, 1,7 milliard de chiffre d'affaires en France, plus 7,5%. C'est un succès phénoménal. Et la dernière chose, si j'ai besoin de vous convaincre, est-ce que vous savez que cette petite dosette, en fait, on est prêt à l'acheter quand on est client 7 à 24 fois plus cher qu'un paquet de café moulu en supermarché. Donc, pardon ? 37 centimes. Voilà. Donc, c'est en fonction des types de dosettes, en fait, c'est 7 à 24 fois plus cher. Et voilà, et du coup, écouter ses clients, et ça rapporte de l'argent. Je vais en profiter parce qu'en fait, je ne savais pas que tu avais amené ça, mais savoir que toutes les lignes de Nespresso sont optimisées par BrainCube sur la planète. Donc, si le café est meilleur, il n'est pas pour rien. Bon. Donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, et pourquoi j'ai fait venir Elodie ce soir, et merci d'être là, c'est tu as parlé de repositionnement, tu as parlé de pricing, et là, le pricing il a plutôt augmenté, il n'a pas baissé. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à vendre, ils n'ont pas baissé les prix, ils les ont augmentés parce qu'ils sont repositionnés. Et en fait, ils ont réussi tout ça pour une seule raison, c'est qu'ils ont validé à chaque fois leurs suppositions. Tout à l'heure, on parlait d'expérience utilisateur, là, on a parlé de la validation du marché. Je suis un ingénieur, je sors ça, je le positionne mal, je mets un mauvais prix, tout le monde dit mais pourquoi j'ai racheté du café Et je parle au marché, à l'italienne, et ainsi de suite. Et petit à petit, en fait, c'est par l'écoute du marché qu'ils en ont fait un succès incroyable et qu'aujourd'hui, ils arrivent à vendre ce truc-là à un prix honteux, quoi. Mais qu'on est content d'acheter parce que c'est la meilleure qualité. Une qualité garantie, voilà. Préservation, voilà. Et qu'il y a de l'innovation technologique derrière. Donc s'il y a des gens parmi vous qui veulent repositionner leurs produits, discuter de validation de messages clients, ainsi de suite, c'est ce que tu fais, entre autres. Voilà. Et elle est là pour vous ce soir. Merci beaucoup Elodie. Je t'en prie, merci. Audrey, il nous reste une dernière intervention, une troisième personne avec qui on travaille beaucoup chez BrainCube depuis plus d'1 an. En fait, comment on avait prévu de lancer ça pour pas que je te spoil ton truc Tu voulais parler En fait, je voulais parler de... Il y a un projet qui est un projet global d'entreprise qu'on doit mettre en œuvre et qu'on ne conçoit jamais comme un projet global d'entreprise. Et c'est ta spécialité. Ça peut l'être. Vas-y. En fait, effectivement, pour varier, je vais vous poser une question, comme tout le monde. On parle de relations clients. Moi, c'est le sujet que j'adore parler de ça, c'est quelque chose qui vraiment me passionne. Pour vous, cette relation client, qui est en charge aujourd'hui dans vos entreprises de cette mission ? Alors, il y en a qui ont suivi déjà la formation avancée relation client. Spontanément, effectivement, qui c'est qui va être généralement cité ? Les commerciaux. Les commerciaux.
éventuellement un peu le chef d'entreprise dans certains cas, mais effectivement, on va remettre ça sur le commercial. Ça va être vrai à 90% si on parle de prospection, si on parle d'aller chercher, d'attirer des clients. En revanche, quand le client va être vers vous, les interactions qui vont se faire, ça va concerner effectivement tout le monde. Ça va être vraiment tous les services de l'entreprise, que ce soit dans les interactions physiques, dans les interactions digitales. On va pouvoir retrouver aussi bien la logistique, le SAV, la compta, l'accueil, toutes ces personnes qui, à un moment donné, vont avoir une interaction avec le client. Moi, je ne résiste pas, parce que vous allez voir que ça peut avoir des conséquences vraiment très négatives ou au contraire très positives. Et je ne résiste pas à vous raconter mon expérience de la Poste d'il y a 15 jours. Je vais à la Poste un samedi matin, parce que la semaine c'est un peu compliqué, 9, 12, 14, 17. Et devant moi, il y a un monsieur qui vient récupérer un colis. Jusque-là, très banal. Son colis est légèrement endommagé, donc la préposée de la Poste lui dit « Monsieur, vérifiez bien votre colis, qu'il n'y ait pas quelque chose de manquant, parce qu'il faudrait le contester. » Monsieur dit « Non, mais ça a l'air d'aller, c'est bon. » voilà. Et là, la dame insiste. Alors, mieux fait de ne pas le faire. Elle lui dit « Non, monsieur, quand même, prenez bien le temps tant que vous êtes là de vérifier, parce que vous savez, là, en ce moment, on entre dans la période critique, on commence à avoir beaucoup d'intérimaires, donc les envois sont beaucoup moins sécurisés que d'habitude. » Génial, en période de fête où tout le monde va envoyer ses colis, je pense que c'est de la bonne publicité. Vient mon tour, et donc là j'essaie d'ouvrir pour la 3e fois un livret jeune pour ma fille qui est adolescente. Je lui donne le bon formulaire et je veux lui donner de l'argent en même temps pour ouvrir le compte, pour déposer sur le compte. Elle me dit non madame, il faut d'abord activer le compte et puis après il va falloir revenir pour déposer l'argent. Expérience utilisateur, là on est chouette. Et donc je lui dis, c'est dommage parce que sur le formulaire, il y a une petite case que j'ai cochée où il y a marqué la somme que je veux déposer en même temps que j'ouvre mon compte. Ah non, mais le formulaire, c'est n'importe quoi, on ne peut pas le faire. Très bien. Le conseiller financier n'est pas là. Donc, elle me dit, il faut qu'on lui envoie, puisque vous avez une enveloppe déjà pré-remplie, on va lui envoyer. Bon, j'évite de lui faire remarquer que l'adresse qui est marquée sur l'enveloppe prépayée, c'est celle du bureau de poste où je suis. Donc, allons-y, faisons marcher les services postaux, un petit tour et puis reviens. Donc, j'ai dit, ok, madame, je reviendrai donc un prochain samedi matin pour déposer l'argent. Pouvez-vous m'assurer que le bureau de poste sera ouvert? Parce qu'il y a 15 jours, j'ai essayé, je me suis cassé le nez sur la porte. Ah bah non, parce que vous savez, en ce moment, les plannings, c'est n'importe quoi. On ne sait jamais quand est-ce que ça va être ouvert ou pas, etc. Donc voilà. Bon, elle ne me facilitait pas la tâche. Elle n'a pas pris, vous pensez bien, mes coordonnées pour me prévenir, etc. Il fallait que je revienne et que je voie sur place si c'était ouvert ou si c'était fermé. Là, vous allez me dire, ok Audrey, là, t'exagères un petit peu. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. J'espère que c'est vrai. Grattez un peu quand même, on ne sait jamais. Mais ok, c'est peut-être pas à ce point-là. Alors, je vais prendre un autre exemple. Si on prend quelque chose qui va peut-être plus se rapprocher de vous, vous allez peut-être plus vous identifier. Si on prend une agence de communication, on peut avoir dedans des métiers un peu techniques. Par exemple, le graphiste. Le graphiste, c'est quelqu'un qui est passionné par son métier, qui est son ordinateur, qui fait toutes les réalisations, tout ça, il est vraiment à fond. Comme vous l'êtes certainement face à vos innovations, face à vos activités, vous êtes des gens passionnés, vous pensez vraiment que c'est le meilleur truc du monde. Et tant mieux, c'est un super préalable parce que si vous voulez arriver à convaincre les autres, si vous voulez intéresser les autres, il faut être vous-même convaincu de ce que vous faites. Donc bravo pour ça, c'est un premier pas. Mais ça ne suffit pas. Parce que imaginons, je suis avec un graphiste, je sais pas, Stéphane, et donc je suis en rendez-vous avec Stéphane, et on est en train de fidéliser une plaquette commerciale, voilà, on finit les détails. À la fin de l'entrevue, plusieurs possibilités. Soit c'est moi qui lui tends la perche et je lui dis tu sais Stéphane, en même temps, moi là, il faudrait que je fasse des cartes de vœux parce que c'est la saison. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que les cartes de vœux, c'est toujours plat, je sais pas bien quoi faire, etc. Là, mon Stéphane, il peut partir dans son petit délire de passionné technique. Et donc là, il va me dire « Ah ouais, Audrey, j'ai un super logiciel, là, je viens de rentrer un truc, tu vas voir, il y a 10 000 masques, tu peux choisir tout ce que tu veux, on peut coller des cadres les uns par-dessus les autres, et puis en vectorisation, en machin, en truc. » Il me parle de choses, je comprends rien. Donc là, je me dis « Ouh là là, j'ai pas tout compris. Ouh là là, ça va être compliqué. Ouh là là, ça va me prendre du temps. Ouh là là, ça va me coûter cher. » Donc là, je dis « Ok, bon écoute, tu sais quoi, on en reparle, on verra ça. » Ne laissez jamais partir quelqu'un qui vous a dit « on verra ça » parce qu'il ne revient pas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième solution, mon Stéphane, il est sensibilisé à la relation client, il a écouté quelques trucs, peut-être vu des podcasts, écouté des podcasts, vu des vidéos, ok.
Et là, il me dit, à l'issue de l'entretien, il me dit, au fait Audrey, comment tu t'y prends toi cette année pour tes cartes de vœux est-ce que tu vas souhaiter les vœux à tes clients, les remercier, etc. Ah ouais, j'y ai bien pensé, mais là on est déjà le 1er décembre, je m'en suis pas occupée, ça va être galère, puis carte de vœux c'est toujours plan-plan quoi. Ben, qu'est-ce que tu voudrais pour que ta carte de vœux elle soit pas plan-plan? Ce serait quoi pour toi une carte de vœux un peu sympa? Bon, moi j'aimerais bien qu'elle soit un peu carrée, un peu moderne, un peu épurée, et puis qu'on sente ma personnalité, etc. Bah écoute, moi là je pense que si on met un peu comme ci, comme ci, comme ça, ça peut faire un truc sympa. Que si ça peut t'aider, je te propose que je passe l'info à mon collègue, il te fera un devis, et puis moi dans la foulée, je te le réalise. Donc tu l'auras à temps pour les fêtes. Génial, parce que mon Stéphane, il a la meilleure place. Stéphane, il n'est pas vendeur. Donc spontanément, je vais lui faire plus confiance. Ouais, parce que personne n'a confiance dans les vendeurs. Je le sais. Mais mon Stéphane, il n'est pas là pour me vendre un truc, il est là pour me conseiller. Je lui fais super confiance. Et il n'est pas en train de me vendre quelque chose, il veut surtout pas être vendeur. Lui, ce qu'il veut, c'est me rendre service. Il me rend service, il m'enlève un caillou dans la chaussure. Je ne savais pas quoi faire, je n'y avais pas pensé. Et lui, il m'apporte une solution. Alors moi, ce que je vous invite à faire, quand vous allez rentrer dans vos entreprises, c'est de réfléchir justement à voir comment vous pouvez peut-être optimiser cette relation client, mais pas seulement sur vos commerciaux, mais aussi sur l'ensemble des autres équipes. Et puis, si derrière, vous avez envie de partager des commentaires ou vos retours d'expérience, moi, je serais ravie de les entendre. Merci Audrey. Alors on va conclure là-dessus, mais moi j'ai un commentaire. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Ouais. Et en fait, la première chose qu'on a appris avec Audrey, c'est que les gens qui ne sont pas les commerciaux, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Quoi. Ah oui. Ils ne comprennent pas du tout qu'ils ont un impact et ils font plein de bêtises, entre guillemets, contre-productives en essayant de bien faire. Et donc tu as mis en place plein de choses avec nous, des ateliers, du mentoring, beaucoup de vidéos. C'est comme le tennis, si vous jouez au tennis ou à n'importe quel sport, au golf, vous avez l'impression de jouer d'une certaine façon, vous vous filmez, ça vous calme. Et, oh là, c'est pas vrai. Et bien là, c'est pareil. Et je vous conseille vraiment de faire ça avec tout le monde, parce que tout le monde peut progresser là-dessus. Tout le monde peut être un avocat de sa société. Tout le monde peut ramener en fait des bonnes choses de ses clients, pas forcément du business, mais de la fidélisation, une opinion positive. Et tout ça, à terme, c'est ce qui fait la force. Et en fait, on a toujours l'impression qu'on sait faire. Le consultant qui va chez le client, il a un impact énorme sur la société. Il essaye de bien faire et parfois, il ne fait pas bien. Et c'est ce que tu nous aides à développer. Je pense que c'est vraiment fondamental aussi. Et bien ça, c'est le cas typique, si tu veux, les consultants chez toi, Ouais. ils veulent surtout pas être vendeurs. Dès qu'on leur dit, il va C'est falloir des ingénieurs. que tu Ouais. vendes un truc, c'est oulala, non, pas vendeur. Et en fait, il faut arriver à leur faire comprendre que non, ils ne sont pas là pour vendre. Mais encore une fois, ils sont à la meilleure place. Parce que c'est eux qui sont là au quotidien, au fur et à mesure des étapes, avec les clients, et qui peuvent détecter ces besoins, qui peuvent poser une question à un moment, dans une conversation de manière assez naturelle. Et c'est ça qui est plus difficile à travailler. C'est pas sur un rendez-vous formel où on fait à l'ordre du jour, je vais poser la question. Mais c'est plus dans la discussion, dans la relation qu'on va pouvoir nouer avec les personnes, qu'on va pouvoir détecter tous ces besoins et qu'ils vont pouvoir après laisser le closing à des commerciaux, parce qu'encore une fois, le closing n'est pas de leur ressort, mais ils vont pouvoir détecter le besoin et conseiller et inspirer cette confiance. Exactement. Ben, merci à vous trois déjà d'être venus. Merci. C'était pour lancer 2022. Pensez à votre expérience client. Pensez à valider en fait toutes vos suppositions. Et dites-vous que tous les gens de votre société ont un impact bien plus grand sur le business que ce que vous pensez. Parce qu'ils font plein de choses, ils essaient de bien faire, mais ce n'est pas toujours ce qu'il faut faire. Voilà, c'était pour vous inspirer pour l'année prochaine. On en reparlera. Je vous propose d'ouvrir, on a prévu des choses à boire, à manger. Pour ceux qui aiment le vin, vous verrez, c'est que du vin de notre région, et c'est plutôt du bon, donc profitez-en. Il y a du vin de Massiac, c'est une découverte probablement pour les Lyonnais. Il y a du Gros Hermitage, il y a du Côte de Brouilly, je crois, et puis il y a du Condrieu pour ceux qui aiment le viognier. Tu veux dire quelque chose, Samuel ? Oui, juste un petit mot en fait. Digital League, c'est aussi, on a des partenaires régionaux, des partenaires métiers experts. Et aujourd'hui, il y a Alexandre Lecky qui est de Sogedev, partenaire Digital League spécialisé dans le financement de l'innovation. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Il est où, Alexandre ? Voilà. Il est là, Alexandre. Financement de l'innovation. Je vous embête pas longtemps, vous avez entendu les bouteilles teintées, c'est fini. Ouais. Donc Sogedev partenaire Digital League, ça fait 5 ans maintenant, on est très très fiers, très heureux.
On accueillera d'ailleurs prochainement, en exclusivité, je l'ai dit, Daniel, on en reparlera tout à l'heure, mais peut-être à Lyon, un événement. Et donc on est très heureux de venir vous voir à Clermont. Ça a été trop rare ces derniers temps, évidemment. Donc vous voir tous réunis, merci d'avoir organisé tout ça et de nous avoir conviés, bien évidemment. Sogedep est un acteur du conseil en financement public. Vous vous posez tous des questions sur vos phases de développement, la stratégie, comment savoir marketer votre offre, savoir les vendre. Nous, notre métier, c'est de savoir trouver l'argent, la trésorerie pour vous aider à financer ces phases de développement. Ça passe par des aides publiques, ça passe par de la dilution parfois. Nous, c'est pas notre métier, on a parlé de ces problématiques tout à l'heure. Mais tout ce qui concerne les financements publics, il y a des phases de développement, des steps dans votre entreprise, et à chacune de ces steps, il y a potentiellement des aides. Vous avez entendu parler des crédits d'impôt, recherche, innovation, d'IGEI, des aides de BPI, et de tous les appels à projets du plan de relance. On rentre dans France 2030 maintenant. La vraie question, c'est est-ce que je rentre dedans ou pas? On a ouvert un guichet pour tous les adhérents de Digital League. Le but, c'est que vous puissiez avoir l'information. Le but, c'est pas se dire on va vendre. On n'est pas là pour vendre, il n'y a rien à vendre. L'objectif, c'est que vous ayez l'information. Est-ce que vous avez le droit à quelque chose? On n'y croit pas, mais bon. Si derrière on peut travailler ensemble, évidemment on travaillera ensemble. Mais avant tout, c'est un diagnostic qui est gratuit pour tous les adhérents. Donc il n'y a pas de non, j'ai pas le droit, non, je peux pas. Si vous avez des questions, venez, on en rediscutera. Ok. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée à tous et puis profitons-en pour se rencontrer. On va libérer tout ça.